l'Afrique n'a jamais été aussi proche de prendre en main son destin mondial. Mais à quel prix et avec quelles conséquences? Aujourd'hui, les dirigeants africains n'ont jamais été aussi clairs. L'époque où l'Occident pouvait imposer ses choix au continent est révolue. Face à la montée des tensions et aux remises en question globales, le rejet du néocolonialisme occidental est affiché publiquement. Il est tout aussi clair que nous ne nous laisserons intimider par aucun autre pays au monde, déclare-t-il, affirmant sans détour la volonté d'émancipation. Cette détermination s'appuie sur une certitude. La clé de la richesse africaine repose sur la maîtrise de ses propres ressources. Contrôlez ce qui vous appartient. Une fois que vous contrôlez cela, ils en ont encore besoin. Qui n'a pas besoin de cobalt, de coltan, de cuivre, d'uranium? Qui peut se passer du gaz naturel africain? Voilà le nouveau langage des chefs d'État, conscients que le monde ne peut se passer de l'Afrique. Mais ce sursaut de souveraineté n'est pas sans risque. Pour la première fois depuis des siècles d'ingérence, l'Afrique impose sa voix, refuse la soumission et se regroupe pour défendre ses intérêts. À l'occasion du dernier sommet de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à l'Union pour stopper l'exploitation du roc, de la terre et de la poussière du continent. Face à des responsables occidentaux qui, parfois, osent rappeler les bienfaits de l'impérialisme ou défendre des politiques migratoires sélectives, la réponse africaine est ferme. Il est temps de redéfinir les règles, sur la base du respect et de l'égalité. Pourtant, l'enjeu est immense. Si cette transformation échoue, l'Afrique risque de retomber dans les pièges du passé, de rester prisonnière des anciens schémas de domination et de rater une occasion historique de prospérité et de reconnaissance mondiale. Mais alors, comment ce rapport de force s'est-il inversé? Et comment l'Afrique en est-elle arrivée à cette nouvelle affirmation? Pour comprendre, revenons sur l'évolution des relations entre l'Afrique et l'Occident. 5 siècles d'expansion, de missionnaires, de soldats et de conditionnalité. L'Occident a longtemps dicté sa loi. Pour comprendre le tournant actuel que connaît l'Afrique, il faut revenir sur cet héritage, sur les racines profondes d'une relation inégale, parfois même toxique, qui a forgé l'histoire contemporaine du continent. Dès le XVIe siècle, l'Europe s'élance à la conquête du monde, poussée par la soif d'or, de terre et de nouveaux marchés. Missionnaires, explorateurs, puis militaires prennent pied sur le continent africain. Progressivement, cette présence se mue en domination. Traite négrière, conquête coloniale, exploitation brutale des richesses et des populations. Quand vient l'heure de l'indépendance, au milieu du XXe siècle, beaucoup espèrent que l'Afrique va enfin retrouver sa liberté. Mais dans les faits, la décolonisation ne met pas fin à la mainmise occidentale sur l'économie, la politique et même la sécurité du continent. L'ingérence se fait plus subtile, mais pas moins réelle. Elle porte un nouveau nom, de plus en plus repris dans les débats publics africains, le nouveau néocolonialisme. Ce terme traduit la conviction que les vieilles puissances coloniales, France, Royaume-Uni, mais aussi États-Unis et Union européenne, ont adapté leurs méthodes, sans jamais vraiment renoncer à leur influence. Prenons l'exemple des conditionnalités de l'aide internationale. Pour bénéficier de financements, les pays africains doivent souvent accepter des réformes imposées de l'extérieur, que ce soit en matière de gouvernance, de droits humains ou de gestion économique. Certains programmes d'aide sont même liés à l'adoption de politiques migratoires dictées par l'Europe ou à l'accès privilégié aux marchés africains pour les entreprises occidentales. Et ces conditionnalités ne s'arrêtent pas aux politiques économiques ou sociales. Elles s'étendent à la diplomatie, à la sécurité, à la gestion des frontières. Les grandes puissances attendent de l'Afrique qu'elle se conforme à leurs priorités stratégiques, qu'il s'agisse de lutte contre le terrorisme, de contrôle des flux migratoires ou de protection des intérêts commerciaux. On l'a vu encore récemment, les débats autour des priorités de l'immigration aux États-Unis mettent clairement l'accent sur l'intérêt national américain, au détriment des considérations humanitaires. Le message est limpide. La générosité n'est jamais désintéressée, et la souveraineté africaine reste en partie conditionnée à la bonne volonté de l'Occident. Il en va de même sur les questions de ressources naturelles. Le contrôle des matières premières africaines, minerais stratégiques, pétrole, terres agricoles,
reste un enjeu majeur pour les économies occidentales. Les contrats inégaux, la pression sur les gouvernements pour garantir l'accès à ces ressources, les interventions diplomatiques ou militaires pour défendre certains intérêts. Tous ces éléments sont encore bien présents dans les mémoires et dans l'actualité. Pourtant, ignorer ce passé, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. C'est aussi passer à côté du potentiel considérable de l'Afrique, dont la jeunesse, la créativité et l'appétit de changement sont plus forts que jamais. Le danger serait de croire que rien n'a changé, de sous-estimer la capacité du continent à inverser les rapports de force. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui dans la position de l'Afrique? L'Afrique n'est plus un acteur secondaire. Elle refuse désormais les accords déséquilibrés et les injonctions venues d'ailleurs. Ces derniers mois, une vague de résistance diplomatique parcourt les capitales africaines. Des présidents, des ministres, parfois à la tribune de l'ONU, parfois lors de sommets régionaux, dressent un constat sans détour. Le néocolonialisme, ce n'est plus un concept réservé aux débats d'universitaires ou d'activistes. Il s'affiche désormais au cœur des discours officiels, dans les parlements, sur les plateaux télé et surtout dans l'opinion publique qui, grâce aux réseaux sociaux, amplifie ce sentiment d'urgence à reprendre le contrôle. Mais de quoi parle-t-on vraiment lorsqu'on évoque ce nouveau néocolonialisme? Il ne s'agit plus d'une domination directe, de drapeaux plantés ou d'armées en garnison. Aujourd'hui, l'influence s'exerce à travers des mécanismes plus subtils, conditions imposées à l'aide au développement, accords de sécurité à clauses opaques, ou encore cadres commerciaux qui privilégient trop souvent les intérêts occidentaux. Bien sûr, les responsables européens ou américains insistent sur le fait que lier l'aide à des critères de bonne gouvernance et de transparence serait bénéfique pour tous. Mais, côté africain, on ressent de plus en plus ces exigences comme des prescriptions à sens unique, dictées de l'extérieur et peu adaptées aux réalités locales. Dans plusieurs pays, le ras-le-bol monte contre cette diplomatie du « tu fais comme je dis, sinon ». Prenons l'exemple de la coopération militaire en République démocratique du Congo. Récemment, l'Afrique du Sud a demandé à retirer ses troupes de la mission onusienne, préférant renforcer ses propres forces nationales, plutôt que de continuer à sous-traiter la sécurité du continent. Le message est clair. La souveraineté, ce n'est pas négociable. Même tonalité sur le plan économique. Trop souvent, les accords commerciaux ou d'investissement sont assortis de conditions strictes, parfois de véritables chantages politiques ou économiques. Par exemple, certains traités proposent l'accès au marché européen en échange de réformes structurelles qui limitent la marge de manœuvre des gouvernements africains. Et quand on parle de ressources naturelles, la frustration est d'autant plus vive. Le cobalt, le cuivre, l'uranium, le gaz naturel, tous ces minerais stratégiques qui alimentent la transition écologique mondiale continuent d'être extraits en Afrique, mais la valeur ajoutée profite rarement aux populations locales. Aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants réclament non seulement le contrôle des ressources, mais aussi la transformation sur place, créatrice d'emplois et de prospérité. Et ce n'est plus seulement un combat institutionnel. La société civile, les mouvements de jeunesse, les influenceurs sur TikTok et Twitter, tous relaient ce même appel à la dignité et à l'autonomie. Les Africains veulent décider eux-mêmes avec qui commercer, comment investir et sur quelle base construire l'avenir. On l'a vu récemment, lors de négociations avec des partenaires européens, plusieurs pays africains se sont concertés pour refuser d'inscrire des clauses jugées injustes ou déséquilibrées. Ils ont mis en avant leur droit à diversifier leurs relations, à ouvrir des partenariats avec l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, sans être systématiquement jugés ou sommés de choisir un camp. C'est une nouvelle diplomatie, beaucoup moins docile, qui s'impose. L'Afrique ne veut plus être sommée de choisir entre Est et Ouest, mais entend bâtir ses propres alliances, selon ses intérêts. Ce mouvement de fond est aussi alimenté par des transformations internes majeures. L'urbanisation rapide, le dynamisme démographique, le développement des industries créatives, la digitalisation de l'économie créent de nouveaux pôles d'influence et renforcent le poids du continent dans les négociations mondiales. Les multinationales, les investisseurs, les grandes puissances voient bien que l'Afrique n'est plus un marché passif, mais un acteur stratégique incontournable, capable de faire pencher certaines décisions globales, que ce soit sur l'environnement,
l'énergie ou la sécurité. Mais le risque demeure. Si l'Afrique continue d'accepter des politiques dictées de l'extérieur, elle risque de rester prisonnière d'un cycle de dépendance. Cela pourrait freiner l'innovation, brider la croissance et perpétuer ce sentiment d'injustice historique. Les dirigeants le savent, tout comme la jeunesse qui aspire, elle, à écrire une nouvelle page de l'histoire africaine, libérée des vieux schémas. Alors, vers quoi l'Afrique se dirige-t-elle en menant cette révolte diplomatique et économique? C'est la grande question que nous allons explorer maintenant. Une nouvelle page des relations internationales s'ouvre. L'Afrique impose ses conditions. Mais à quoi ressemblera ce nouvel ordre mondial? Aujourd'hui, la dynamique a clairement changé. Là où, il y a quelques années encore, on parlait d'une Afrique constamment sous la tutelle de l'extérieur, on assiste maintenant à une véritable redistribution des cartes lors des négociations. Concrètement, le continent n'accepte plus d'arriver à la table en position de faiblesse. Les discussions ne se limitent plus à des exigences venues d'ailleurs. Les dirigeants africains revendiquent un dialogue d'égal à égal, où la souveraineté et les priorités locales priment sur les injonctions externes. Cette bascule du rapport de force, c'est le passage de la dépendance à la négociation multipolaire. Et ce changement est loin d'être anodin. Avec une population qui dépassera bientôt celle de la Chine ou de l'Inde, une urbanisation galopante et des marchés intérieurs en pleine expansion, l'Afrique détient aujourd'hui un poids démographique et économique inédit. Ce n'est plus seulement un réservoir de ressources, mais aussi un acteur incontournable pour l'avenir des industries mondiales, notamment sur le terrain hautement stratégique de la transition énergétique. Lithium, cobalt, terres rares. Sans les minerais africains, les grandes puissances peinent à avancer dans la course aux technologies vertes. La possession de ces ressources donne au continent une carte maîtresse pour négocier, non seulement sur les prix, mais aussi sur le transfert de technologies et la création de valeurs locales. Un autre tournant clé, c'est la volonté d'intégration régionale. Les dirigeants africains accélèrent la mise en place d'accords de libre-échange continentaux, en misant sur le commerce intra-africain et l'industrialisation. L'objectif est clair, sortir de la dépendance historique à l'exportation de matières premières pour transformer les ressources sur place, créer des emplois et générer une croissance endogène. Cela passe par des infrastructures modernes, une meilleure connectivité et des politiques d'innovation adaptées aux réalités africaines. Face à cette affirmation, l'Occident tente d'ajuster sa posture. On entend désormais un nouveau langage diplomatique. On parle de co-création de projets, de partenariat d'égaux, de respect des choix souverains. Mais la méfiance persiste. Beaucoup d'Africains redoutent que derrière ces mots se cachent encore les vieux réflexes, conditionnalité, injonction ou tentative d'influencer les politiques internes sous couvert d'aide au développement. De leur côté, les partenaires traditionnels multiplient les initiatives pour rester dans la course, mais ils ne sont plus seuls. L'Asie, les pays du Golfe, l'Amérique latine, tous cherchent à nouer des liens avec une Afrique de plus en plus courtisée. Mais cette diversification comporte aussi des risques. Gérer un éventail aussi large de partenaires nécessite des institutions solides, capables de négocier, de contrôler et de garantir la transparence dans la gestion des contrats. Sans cadre robuste et gouvernance forte, la tentation d'accorder des concessions trop avantageuses à certains acteurs ou de tomber dans de nouvelles formes de dépendance reste bien présente. La réussite de ce tournant historique dépendra avant tout de la capacité des élites africaines à défendre l'intérêt général, à impliquer la société civile et à instaurer une culture de responsabilité. Si l'Afrique saisit ce moment avec intelligence, elle peut enfin transformer la richesse de ses ressources et de sa jeunesse en prospérité réelle et en leadership mondial. Mais si elle le laisse filer, ou si les mêmes erreurs du passé se répètent, le risque de nouveaux cycles de dépendance, de corruption ou d'instabilité n'est pas à écarter. Le monde observe. Ce sont les choix faits aujourd'hui qui traceront la trajectoire des prochaines décennies. Alors, comment concrètement l'Afrique et ses citoyens peuvent-ils tirer parti de ce moment charnière? Ce changement n'est pas qu'une question de sommet ou de diplomatie. Il touche directement la vie de millions d'Africains. Quand on parle de souveraineté, de contrôle des ressources ou de négociation d'accords équitables, ce n'est pas réservé aux experts ou aux présidents.
c'est le quotidien de toute une population qui est en jeu. Première leçon concrète. L'Afrique doit aller plus loin que la simple exportation de matières premières. Trop souvent, les richesses du continent, minerais rares, cobalt, cacao, pétrole, partent telles quelles, laissant ailleurs les emplois et la valeur ajoutée. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. De plus en plus de voix exigent que le raffinage, la transformation et la création d'industries locales deviennent la norme. C'est un enjeu majeur pour l'emploi des jeunes, l'innovation et la redistribution des richesses. Quand les négociations imposent des transferts de technologie ou qu'on réclame un partage réel des revenus, ce sont des emplois et des opportunités qui restent en Afrique. Mais attention, diversifier ses partenaires ne veut pas dire remplacer une dépendance par une autre. Les accords avec l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Amérique latine peuvent ouvrir des perspectives, mais ils doivent être négociés avec la même vigilance. La tentation existe de tomber dans de nouveaux pièges. Des infrastructures attractives, mais peu durables, des dettes insoutenables ou des pertes de contrôle sur des secteurs stratégiques. La clé, c'est la transparence dans les contrats, la gestion rigoureuse des finances publiques et le refus de céder à des conditions qui ne servent pas l'intérêt général. C'est là que la société civile a un rôle essentiel. Les Africains, et surtout les jeunes, qui représentent déjà la majorité de la population, doivent exiger des comptes à leurs dirigeants. Trop souvent, des décisions majeures sont prises sans consultation ni débat public, ouvrant la porte à la corruption et à la confiscation des bénéfices par une minorité. Le renforcement des institutions, l'accès à l'information et la participation citoyenne sont des priorités absolues pour que ce tournant profite au plus grand nombre. Ce moment historique offre une occasion unique de reconstruire sur de nouvelles bases. Plus de justice, plus d'opportunités et une vraie place dans la gouvernance mondiale. Mais il y a un risque réel. Sans implication collective, ce virage pourrait être rapidement récupéré par quelques élites, ou bien s'essouffler face aux vieux réflexes et aux pressions extérieures. La mobilisation au quotidien, l'éducation à l'économie et l'engagement dans le débat public sont essentiels pour que ce nouvel élan ne reste pas un simple slogan politique. En résumé, le réveil africain n'est pas une fatalité. Il dépend de la capacité de chacun à s'impliquer, à surveiller, à proposer et à innover. Et face à ces enjeux immenses, une question demeure. L'Afrique entre-t-elle vraiment dans une nouvelle ère? C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'Afrique ne veut plus être spectatrice de son histoire. Elle veut en être l'auteur. Aujourd'hui, sur tout le continent, une génération de leaders, de jeunes et de citoyens affirme haut et fort que les vieilles règles du jeu ne suffisent plus. Face à une mondialisation où les rapports de force se redéfinissent, l'Afrique refuse de rester en marge. Elle négocie, elle questionne, elle exige. Les discussions sur les accords commerciaux, la remise en cause des standards imposés, la volonté de traiter les matières premières sur place plutôt que de simplement les exporter. Tout cela montre une ambition nouvelle. Transformer les ressources naturelles et le poids démographique du continent en véritable levier de prospérité et de respect. Mais ce moment charnière n'est pas acquis d'avance. Le risque, c'est de retomber dans de nouvelles dépendances ou de manquer le virage décisif. Alors, chacun a un rôle à jouer, dirigeants, société civile, diaspora. S'engager ou rester simple spectateur, voilà le choix collectif. Car c'est maintenant que se décide la place de l'Afrique dans le monde.